Super. Eh bien, merci Émilie. Comme tu l'as dit, donc je suis Vanessa Fleury. J'accompagne des voyages depuis 2018 avec Voyage d'exception. Peut-être que j'ai eu la chance de voyager avec vous. Je vais vous présenter ce séjour voyage en train sur les traces du Maharaja. Voilà, merci d'être avec moi pour cet après-midi. Et puis, bah, on va commencer ce voyage. Je vais vous décrire un petit peu, escale par escale, eh bien, ce que vous allez pouvoir observer durant ce séjour. Alors tout d'abord, il faut vous imaginer que nous allons partir pour 10 jours. On va traverser l'Inde des Maharajas en passant du faste des palais aux teintes roses et bleues des cités du Rajasthan, en passant aussi par un safari à la recherche du tigre du Bengale et le tout à bord l'un des trains les plus luxueux du monde, le Maharaja Express. Alors ce voyage, c'est une immersion élégante et confortable dans une Inde légendaire avec ses cités princières, ses forteresses vertigineuses, des lacs scintillants et surtout un patrimoine classé au patrimoine mondial de l'UNESCO à presque chaque étape. C'est l'Inde des Maharajas. Vous voyagerez en francophone de bout en bout puisque les conférenciers de prestige qui vous accompagneront, mais aussi les guides dédiés durant votre séjour et les excursions incluses et ces moments exclusifs que vous vivrez au cours de votre séjour, tels que des cocktails dans des endroits prestigieux, mais aussi des dîners préparatifs ou encore, on va vous proposer un petit déjeuner face au Taj Mahal, tout cela s'alliant à l'hospitalité indienne raffinée et sincère durant votre voyage. Alors, avant d'embarquer, on va planter un petit peu le décor de notre terrain d'exploration, le Rajasthan. Vous pouvez voir sur la carte, hein. Donc, ce Rajasthan, eh bien, c'est la terre des Rajputs, ces chevaliers légendaires de l'Inde. Le Rajasthan a bâti son identité sur l'honneur, la beauté et la pierre. On passe notamment par Udaipur, la romantique, au palais lacustre qui se reflète sur les lacs, mais aussi Jodhpur, la ville bleue, veillée par le fort de Mehrangarh. Nous irons ensuite jusqu'à Bikaner, hein, le carrefour caravanier aux remparts ocre, puis Jaipur, la rose, savamment planifiée par un prince astronome, pour ensuite nous rendre vers Ranthambore, Agra, où nous trouverons le Taj Mahal, puis Delhi, la fin de notre aventure. Alors, vous pouvez voir hein, ici encore une forteresse qui surplombe une des villes. Et pour ce voyage, eh bien, nous vous proposons eh bien, de partir avec des conférenciers. Selon votre départ, un conférencier par accompagnement, chacun sa spécialité. Et les conférenciers partent avec vous depuis Paris, font tout le voyage et rentrent avec vous aussi. C'est-à-dire que non seulement ils vont vous donner des conférences, mais ils vont aussi participer aux excursions avec vous. Ils seront présents lors des repas et de tous les moments de convivialité. Et c'est vraiment une expertise vraiment beaucoup plus importante que vous allez pouvoir recevoir lors de votre voyage. Moi, j'aime beaucoup partir en Inde. Novembre, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment un climat idéal parce que les journées vont être douces. C'est entre 22 et 25 degrés. Vous avez des ciels clairs et le tout dans une lumière complètement dorée, cette lumière de novembre. Hein, lorsque le soleil va se coucher, elle va illuminer les forteresses. Pour la plupart, les palais et forteresses sont faits de grès rose et c'est vraiment ce moment-là quand l'Inde du Nord vraiment est à son meilleur. Donc vraiment novembre, ce sont deux très bons choix de date. Voilà, il faut dire que chaque ville que vous allez traverser raconte le pouvoir, l'élégance, l'art de vivre des anciens royaumes, avec des margots ciselés, du grès rose, voilà, les falaises, les lacs. Alors, je continue. Donc, ensuite, eh bien, on va passer maintenant au fil de votre itinéraire, un petit peu jour après jour. S'il y a des questions, vous avez le chat. Je sais qu'Émilie vous a expliqué. Certaines questions, on va pouvoir vous répondre directement en ligne. Et pour le reste, hein, je répondrai à la fin. N'hésitez pas à noter s'il y a des précisions que vous souhaitez avoir. Je vous dirai tout à la fin si jamais je n'ai pas répondu aux questions au fur et à mesure de cette présentation. Alors au départ, eh bien, c'est un vol. Le vol est inclus bien évidemment avec l'accompagnement. Vous arriverez à Mumbai, qu'on appelait avant Bombay. Cette capitale économique et culturelle, eh bien, c'est
déjà une première approche de l'Inde, hein, puisque vous allez avoir d'élégants bâtiments coloniaux, des quartiers historiques, des marchés vibrants, mais aussi des gratte-ciel ultra modernes, un mélange, hein, c'est un contraste, le contraste indien dans toute sa splendeur, et c'est parfait en fait pour se mettre au rythme du pays sans hâte, avec votre équipe francophone à vos côtés. Donc Mumbai pour ce premier arrêt, pour cette arrivée. Vous passerez votre première nuit à l'hôtel et ensuite, eh bien, le lendemain, vous partirez pour l'embarquement et d'ailleurs, dès le lendemain matin, eh bien, vous passerez devant la Gateway of India, que vous pouvez voir sur la gauche, hein, cet arc monumental qui fait face à la mer d'Oman, qui fut le portail d'entrée des vice-rois, mais aussi la porte de sortie symbolique des Britanniques en 1948. Et avant, d'embarquer, eh bien, dans notre train de légende, eh bien, nous passerons devant puisque, ce train qui a été élu plusieurs fois au World's Leading Luxury Train, il a une ambiance palatiale, un service complètement attentionné, une décoration inspirée des années 20. Et comme un rituel d'entrée princier, eh bien, l'enregistrement se fait au légendaire Taj Mahal Palace, qui se trouve derrière la porte que vous pouvez voir derrière, hein. Vous serez accueillis déjà par une équipe du Maharaja Express qui s'occupera de vos valises. À partir de là, vous n'avez plus qu'à vous laisser porter, accepter le verre de bienvenue que l'on vous tend, vous installer dans ce palace et au son de la musique indienne, eh bien, profiter d'un petit déjeuner. Puis, tranquillement, eh bien, nous irons vers la gare de Mumbai pour embarquer à bord du Maharaja Express, donc un train tout en bois, bois poli avec des tissus d'inspiration 1920, de l'argenterie qui cliquette, les services en gants de velours, enfin vraiment le luxe total. Et vers 11 heures, eh bien, le train se mettra en marche. Et là, eh bien, c'est le début de notre aventure, puisque chaque fenêtre devient un écran vivant sur l'Inde rurale. Au fur et à mesure que nous allons nous éloigner de Mumbai, eh bien, vous allez commencer à voir ces saris colorés qui sèchent au vent, les buffles qui s'ébrouent dans les champs, les temples qui jaillissent au milieu des champs de moutarde. Donc, vraiment, c'est un écran qui défile devant vous à un rythme très appréciable, hein, le rythme du train. Donc, lors de notre première journée, première arrivée à bord du train, le déjeuner et le dîner seront servis à bord. C'est un petit peu votre première expérience gastronomique indienne et international aussi, parce que c'est un service extrêmement soigné, dans une atmosphère princière. Le Maharaja Express dispose de 2 restaurants et dans chaque restaurant, un service absolument impeccable avec tous les jours un menu qui change et un menu indien avec plusieurs choix selon les régions que nous traversons, parce que l'Inde multiculturelle l'est aussi par sa cuisine, et aussi toujours une proposition occidentale avec plusieurs choix. Donc c'est vraiment selon vos souhaits, selon le jour, vous aurez toujours le choix de votre repas. Le soir, on se retrouve aussi au Safari Bar, hein, voilà, vous pouvez voir l'image, pour l'apéritif. Hein, tous les soirs, c'est un petit peu le grand moment où on se retrouve avec les serveurs en tenue traditionnelle qui vous accueillent et le cocktail eh bien, se déroule tout en regardant défiler l'Inde au soleil couchant. C'est aussi le moment pour votre conférencier de vous donner des informations sur la journée du lendemain, les visites qui vont être faites, de donner un petit peu d'explications supplémentaires et, de continuer hein, ce voyage dans le train de luxe. Il faut savoir que ces trains de luxe qui circulaient sur le Rajasthan, hein, cette tradition, eh bien, elle remonte à l'époque princière parce que certains wagons, ils servaient littéralement de résidence itinérante au Maharaja, notamment durant les saisons de chasse. Donc, nous voici partis pour notre première nuit à bord. Selon le choix que vous aurez fait lors de votre réservation, eh bien, nous proposons des cabines de luxe ou bien des suites, certaines avec même des salons privés, puis d'autres cabines, hein, possibilité d'avoir des lits doubles ou de demander un grand lit de luxe. Mais ce qui était aussi très intéressant sur ce voyage, c'est que vous allez être traité comme prince et princesse à chaque fois, puisque dans chaque compartiment, vous aurez votre propre majordome qui est à l'affût de
du moindre de vos désirs. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vous avez un boîtier Wi-Fi dans chacune de vos cabines, donc une bonne connexion quand même à internet. Il vous donne son numéro personnel et vous pouvez lui demander ce que vous souhaitez. Il est en charge de votre bien-être et dès que vous sortez de toute manière dans le compartiment, en général, vous le voyez avec son turban qui vous accueille, qui vous demande si tout se passe bien. Enfin, vraiment, vous allez vous sentir comme dans un petit cocon princier. Donc notre première nuit à bord est passée et nous arrivons à notre première escale, la ville de Udaipur, la ville des lacs, hein. C'est après le petit déjeuner que nous aurons pris à bord que nous allons arriver. Alors Udaipur, c'est une très belle première escale, hein, puisque c'est un petit peu la carte postale romantique du Rajasthan, tout en eau, en marbre, en lumière. Et vraiment, on appréhende déjà dans un premier temps l'héritage des Maharajas à portée de regard, puisque Udaipur, la ville des lacs, c'est vraiment un moment incroyable, un moment suspendu, on peut dire, avec ces palais qui vont se refléter sur les nombreux lacs. Alors, bien évidemment, nous allons commencer notre visite par une balade bucolique en bateau sur le lac Pichola. Nous naviguerons vers le Lake Palace, que vous pouvez voir ici sur l'image. Et puis ensuite, eh bien, nous reprendrons le bateau pour nous arrêter devant le City Palace. Et ce palace, eh bien, c'est un des plus vastes ensembles de marbre et de granit du Rajasthan. C'est le premier édifice qui fut élevé par Uday Singh au XVIe siècle. Et ensuite, eh bien, ses successeurs, pendant près de 300 ans, ils vont chacun ajouter de nouvelles ailes, créant un véritable labyrinthe. Et ce palais, eh bien, il renferme de magnifiques salles qui sont richement décorées, des balcons sculptés, des antichambres, des chambres, des petits salons. Et l'intérieur de ce City Palace est aussi un musée, puisque vous pourrez voir le faste des Maharajas avec les lustres, la vaisselle, les bijoux, enfin vraiment de très belles collections que vous pourrez voir dans ce palais. Donc cette visite en matinée. Ensuite, nous déjeunerons sur place avec vue sur le lac, hein, dans le Fateh Prakash Palace. Et là, c'est un décor somptueux du début du XXe siècle qui vous attend, qui est parfait pour goûter l'élégance d'Udaipur. Et après le déjeuner, eh bien, ce sera un retour à bord et notre deuxième nuit à bord. Ah, voici quelques-uns des intérieurs du City Palace. Voilà. Nous arriverons ensuite à Jodhpur. Jodhpur, vous la connaissez sûrement, hein, on l'appelle la ville bleue. Vous pouvez voir le fort, hein, sur l'image de gauche, le fort de Mehrangarh qui domine la ville. Ces maisons en bleu, eh bien, indiquaient qu'elles appartenaient à des membres de la caste des brahmanes. On dit aussi que le bleu offre l'avantage de protéger de la chaleur, mais aussi des insectes. Jodhpur, elle est appelée la ville bleue, mais aussi la cité du soleil, en raison de l'exceptionnel ensoleillement dont elle jouit tout au long de l'année. Alors le matin, eh bien, nous irons visiter le palais Umaid Bawan, excusez-moi. Alors ce palais, c'est un chef-d'œuvre tardif puisqu'il a été construit à partir des années 1920-1925 et il mène art déco et accent indo-sarrasin. Ce palais monumental, en fait, c'est un projet social. Ça paraît un petit peu étrange quand on voit la nature du palais comme ceci, mais en fait, eh bien, il fut commandé pour donner du travail à la population lors d'une période de grande sécheresse et de famine. Le prince de la région afin de pouvoir donner du travail à sa population, de leur permettre de gagner de l'argent et de passer cette période difficile de sécheresse dans les champs. Et donc, leur a ordonné la construction de ce palace, qui est plutôt d'une très très belle réalisation. Alors aujourd'hui, une partie du palais se visite et nous irons la visiter. Quant aux autres pièces, eh bien, elles sont encore habitées par la famille princière. Les décors à l'intérieur sont vraiment somptueux, hein, vraiment beaucoup d'art déco, puisqu'il a été construit quand même assez tard, hein, au début du XXe siècle. Donc vraiment une très très belle visite. Nous passerons aussi par les jardins. Donc
une belle visite de ce palais. Ensuite, eh bien, nous reviendrons déjeuner à bord et l'après-midi, on vous propose de visiter le fort de Merangar, ce fort magnifique qui se situe à 122 mètres sur l'éperon rocheux et dont les murailles épousent la falaise. Alors à l'intérieur, des galeries, des palanquins royaux, des alcôves peintes, des salles aux fenêtres de pierre qui sont finement ajourées, permettant d'aérer les pièces tout en gardant une certaine fraîcheur. Et puis surtout, depuis les remparts, si vous regardez au loin, eh bien, vous pouvez voir cet océan de toits bleus qui s'étend à perte de vue, la ville en dessous. Après la visite, nous remonterons à bord des tuk-tuk puisque après cette visite, nous allons nous rendre dans la ville et les ruelles sont assez étroites et c'est en tuk-tuk que nous allons partir, deux par deux avec votre conducteur. Et là, c'est une véritable immersion dans la vieille ville. Vous allez avoir une traversée vivante, vraiment, c'est le cas de le dire, des bazars. Vous passerez autour de la place de la Tour de l'Horloge, les senteurs d'épices, vous verrez les ateliers d'artisans, les échoppes de fruits et légumes. Nous ferons un arrêt près de ce puits vraiment qui est classé aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est absolument incroyable avec ses escaliers. Il a été découvert assez tardivement, redécouvert, creusé et il a été rénové. C'est une splendeur. Et ensuite, après cela, nous nous arrêterons vers la Tour de l'Horloge et vous aurez un petit peu de temps pour faire quelques achats dans le bazar, peut-être faire le plein d'épices si vous le souhaitez pour ensuite, lorsque vous rentrerez. Et après cette escale au bazar, eh bien, la soirée n'est pas terminée parce que là, c'est un moment exceptionnel qui vous attend. Une soirée où on va vous emmener dans un ancien palais transformé en restaurant. Et ce palais de marbre blanc, eh bien, éclairé aux bougies. Et là, vous allez assister à un spectacle folklorique et spectacle de marionnettes tout en savourant les spécialités délicatement épicées de la région, tout cela sous les étoiles et avec en toile de fond eh bien, le fort illuminé. Donc là, un moment vraiment exceptionnel qui vous est proposé. Après cette soirée, nous rentrerons en bus à bord du Maharaja Express et nous reprendrons notre route pour arriver à Bikaner. Alors là, je vous remets la carte puisqu'on sera un peu arrivé à peu près au milieu de notre voyage. Bikaner, vous pouvez voir, se trouve vraiment aux portes du désert. C'est le caravansérail du désert avec des forteresses. On aura déjà parcouru près de 1200 kilomètres avec notre train, déjà vu beaucoup de choses. Je sais que je vais vite, mais vous allez voir que durant ce séjour, il se passe des choses absolument tout le temps. Donc voilà, Bikaner. Voici la carte. Je reprends avec les images. Donc, cette ville aux ruelles aux havelis sculptées, avec des portes massives, des entrepôts d'anciens marchands de chameaux, c'était vraiment un caravansérail. Bikaner, c'était une étape clé de la route de la soie du désert. Et d'ailleurs, la race de chameaux de Bikaner est réputée pour sa robustesse. On dit que les caravanes disposant des chameaux de Bikaner pouvaient parcourir des centaines de kilomètres entre les différents puits, guidés uniquement par les constellations. Ils sont encore très réputés. C'est l'occasion aussi de voir des tribus nomades lorsque nous arrivons vers Bikaner. Alors, que ferons-nous à Bikaner? Eh bien, nous allons tout d'abord visiter le fort de Junagadh. C'est un rare fort rajasthani qui est bâti en plaine, pas d'éperon rocheux. Il est vraiment bâti à même les dunes, ce qui souligne la confiance ou l'audace, allez savoir, des souverains de l'époque. Ce fort a été fondé en 1478, il s'est enrichi pendant des siècles de nombreux pavillons en marbre, de plafonds peints. On parle de trimurti d'influence rajpoute, moghole et gujarati, et même un petit peu sur la fin, certaines influences occidentales lors de l'époque coloniale ont été ajoutées dans les différentes parties de ce fort. On y trouve aussi des lacs japonaises, des miroirs vénitiens. Ce fort de Bikaner, c'est l'Inde comme carrefour. Il faut dire que ce sont près de 16 générations de Maharajas qui se sont succédés dans ce fort résidence.
Puisque nous sommes aux portes du désert, eh bien, avant de rentrer à bord de notre train et de reprendre notre route, nous allons vous proposer justement de partir à la découverte du désert. Et comment aller dans le désert? Eh bien, avec des chameaux. Alors, vous serez dans des charrettes, hein, avec richement décorées, avec des coussins. Et là, on va vous emmener aux portes du désert en fin de journée. Et c'est encore une soirée incroyable qu'on va vous proposer, puisque après la procession traditionnelle des chameaux, lorsque nous arriverons dans le désert, tout le personnel du train aura préparé un espace absolument incroyable avec des tables, des coussins, des nattes pour vous installer dans le désert et on vous proposera un spectacle de musique folklorique, des danses traditionnelles, les danses Kalbelia. Ce sont les célèbres danseuses serpents. Alors sans serpent, je préfère rajouter parce que moi je n'apprécie pas trop par exemple. Non, non, c'est vraiment un type de danse traditionnelle de cette région. Et petit à petit, eh bien, le soleil se couchera au loin, derrière les dunes. Et c'est un dîner barbecue au milieu des dunes et sous un ciel infini rempli d'étoiles qui vous sera proposé. Donc, vraiment encore une soirée magique au Rajasthan. Nous reviendrons après à bord de notre train. Nous passerons la nuit dans notre wagon, dans notre compartiment, et nous arrivons à Jaipur. Jaipur, je pense que vous connaissez tous cette image du Palais des Vents. Jaipur, on la surnomme la ville rose, grâce à ses palais et la forteresse d'Amber, de grès rouge et de marbre blanc. Cette forteresse est un petit peu une synthèse d'architecture hindoue et mongole et qui offre un panorama absolument superbe. Donc cette forteresse, elle a été bâtie en grès rouge et marbre blanc. Elle est ciselée de miroirs. Elle dispose de cours et de portails monumentaux, notamment le Ganesh Pol. Et les miroirs sont incrustés. Les miroirs incrustés dans la pierre, excusez-moi, répondaient à une prouesse poétique, puisqu'on dit que le soir, il suffisait d'allumer une simple bougie et vous pouviez voir le plafond se transformer en ciel étoilé par ce jeu de reflets absolument incroyable. Après cette visite du palais, eh bien, nous allons vous emmener, traitant toujours à la manière princière, puisque nous allons déjeuner, un déjeuner exclusif au Rambar Palace Hotel, cette ancienne résidence du Maharaja qui y a séjourné pendant près d'une trentaine d'années, à partir des années 1920. Et là, vous allez voir un treillis de marbre sculpté à la main, des jardins en cordeaux, des roseraies. Vous entrez littéralement dans la vie de cour. Vous serez accueillis par des jets de pétales de fleurs. On vous servira du champagne importé spécialement pour ce palace. Et ils réalisent même une glace à la rose qui viennent de leur jardin. Donc vraiment un moment suspendu encore que ce déjeuner, un moment princier durant notre voyage. Et après ce déjeuner, l'après-midi, eh bien, nous roulerons vers notre étape suivante, puisqu'après, nous irons à Ranthambore. Alors, Ranthambore, eh bien, nous allons vous proposer un safari à l'aube dans ce fameux parc national de Ranthambore qui fait près de 280 km². C'est une véritable jungle romantique où la nature, petit à petit, a habillé de lianes les ruines des temples et l'ancien fort médiéval. Dans ce parc, on trouve de nombreux lacs. L'eau, comme un miroir, se reflète sur les ruines et avec la végétation. Nous partons aussi à l'aube, donc au début, vous allez voir, c'est très impressionnant, on est dans la brume et petit à petit va se dévoiler à nous le paysage. Cette nature incroyable va s'éveiller. Parmi les passagers, en général, c'est plutôt le silence qui monte parce que nous sommes à la recherche du tigre du Bengale, parce que c'est un petit peu la destination de ce parc. Il y a de nombreux tigres du Bengale y séjournent. Alors aussi des sambars, des singes, nous verrons de nombreux animaux, mais le but, c'est tout de même d'être à l'affût et de chercher ce fameux tigre du Bengale. Voilà, cette résidence, elle est depuis 1973 devenue une réserve. C'est un symbole
important de la protection du tigre via le Project Tiger. Et chaque tigre est connu sur le parc, hein, photographié, et ces rayures uniques sont un petit peu comme une empreinte digitale. Donc voilà, il faut espérer. Alors, c'est une faune sauvage et imprévisible. Donc, on va pour essayer d'observer le tigre, mais ce n'est jamais garanti, hein. C'est d'ailleurs ce qui rend chaque safari unique. Nous reviendrons ensuite à bord pour nous reposer un peu après ce départ matinal, prendre un déjeuner à bord de notre Maharaja Express, retrouver nos serveurs et nos majordomes, puis l'après-midi, nous arriverons à Fatehpur Sikri. Alors Fatehpur Sikri, moi, c'est vraiment une escale que j'affectionne particulièrement. C'est la capitale éphémère de l'empereur Akbar au XVIe siècle, où cette brique rouge, elle devient comme de la dentelle. Elle est sculptée si finement, avec tellement de détails. Entre la brique et le grès rouge, c'est un mélange savamment conçu. Vous avez les salles d'audience publiques, les audiences privées. Vous pouvez voir sur l'image en bas, hein, avec cette colonne centrale sculptée un petit peu comme un stalactite. Et c'est vraiment un manifeste d'architecture où se mêlent non seulement des influences hindoues, persanes, mais aussi islamiques. Et le fait de visiter cette ancienne cité un petit peu en fin d'après-midi, c'est là que les teintes roses vont être les plus puissantes. Et vraiment, entre le moment où on arrive, le temps que nous fassions la visite et le moment où on repart, les lumières changent complètement. De plus, au mois de novembre, c'est vraiment là que les teintes, enfin, je trouve que le grès rose s'illumine le plus. Donc, vraiment une belle après-midi aussi. Alors le temps passe durant toutes ces escales, et lorsque nous revenons à bord le soir, c'est notre dernière soirée à bord du train. Et là, vos majordomes, en général, ont prévu, puisqu'ils ont eu le temps de vous connaître, ils vous ont installé dans chacune de vos cabines, soit un sari, soit une tenue traditionnelle rajput pour les hommes, à votre taille, bien évidemment. Ils vous connaissent si bien après ces jours passés ensemble. Et vous avez même une équipe d'habilleurs et d'habilleuses qui vont passer par cabine, toquer à votre porte pour vous aider à enfiler le costume traditionnel et pour passer à cette dernière soirée de leur revoir à bord du Maharaja Express en tenue traditionnelle avec de la musique. C'est un moment qui est très très chouette. Donc voilà, on fait beaucoup de photos. Vous verrez, hein, que chaque cabine s'ouvre au fur et à mesure que vous avez été habillés, et chacun se découvre dans des couleurs différentes, avec parfois une certaine différence dans les tenues. Donc voilà, très très beau. Et puis ce costume est offert, donc après vous pouvez le ramener chez vous. Donc voilà un bon moment aussi. J'ai d'ailleurs oublié de préciser que ce qui fait aussi le luxe de ce train, certes, ce sont les paysages qui défilent devant nous à chaque fois, les escales absolument incroyables que nous allons traverser, mais à chaque arrêt du train, c'est toujours une fête. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très marquant, puisqu'à chaque fois que le train va s'arrêter, ils vont dérouler des tapis rouges sur le quai, ils vont faire des décors avec des pétales de fleurs, il va y avoir des musiciens qui vont venir à chaque fois, des danseuses. Et puisque nous traversons complètement le Rajasthan, où chaque ville a un petit peu ses spécificités au niveau des couleurs, des habits, des musiques, des danses, eh bien à chaque fois, vous allez avoir des costumes différents, des danses différentes, des musiques différentes, des pétales de fleurs différentes, et toujours une procession de bienvenue. Donc rien que l'arrivée déjà à chaque escale, c'est déjà quelque chose. Voilà, je voulais juste préciser ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très appréciable, et on se sent vivre comme un prince ou comme une princesse à l'époque des Maharajas. Donc notre dernière soirée passée, je tenais un petit peu le suspense, parce que le lendemain matin, eh bien, nous arrivons à Agra. Et Agra, eh bien, c'est l'apothéose, puisque nous irons voir le Taj Mahal. Le Taj Mahal, c'est l'instant suspendu du voyage, cette douceur du marbre, la symétrie parfaite, cette poésie qui a été figée dans la pierre. Nous partirons à l'aube pour être là à l'ouverture et pour découvrir ce mausolée d'amour construit par Shah Jahan pour son épouse Mumtaz.
Alors ce marbre blanc qui est incrusté de pierres semi-précieuses, qu'on appelle la pietra dura, les versets qui sont calligraphiés, que l'on peut lire tout en marchant, qui sont adaptés au niveau de la taille, ces jardins qui sont quadrillés selon l'architecture du paradis coranique, et puis les astuces des architectes avec une légère perspective corrigée pour que les minarets paraissent parfaitement droits depuis le parvis. Hein. Quand on prend cette photo, eh bien, on les voit qui sont tous droits et ça, c'est un petit détail technique et ils sont nombreux, ces détails des architectes. On vous expliquera un petit peu tout ça une fois sur place. Alors, on y va tôt, tout simplement parce que c'est bien pour les photos. Quand on va arriver, on sera à l'ouverture, il y aura beaucoup moins de monde. C'est un site qui est extrêmement visité. Donc, le fait d'arriver à l'ouverture, ça nous permet vraiment parfois d'être dans certains coins presque seuls et de pouvoir sentir la magie du lieu. Mais aussi, lorsqu'on arrive au lever du jour, le marbre va rosir au début avec la brume qui se lève, puis blanchir avec le soleil, et enfin il va se doter d'une fraîcheur un peu lactée. Il va être un petit peu comme en suspension, flotter, comme si le monument, en fait, il avait plusieurs humeurs dans une même heure. Donc vraiment, venir à l'aube, c'est le moment, enfin, le meilleur moment pour pouvoir le visiter et ressentir cette splendeur du lieu. On organisera aussi après la visite un petit déjeuner où vous pourrez encore contempler ce Taj Mahal pendant votre petit déjeuner. Nous reviendrons ensuite à bord. Ah oui, vous avez aussi encore quelques images hein, de l'intérieur du monument, parce qu'on va visiter aussi bien l'extérieur, les différents jardins, les cours, mais nous rentrons à l'intérieur du mausolée principal. Après la visite, nous reviendrons à bord. Ce sera le moment de préparer ses bagages, puisque l'après-midi même, après la visite du Taj Mahal, nous arriverons déjà à Delhi. Le déjeuner sera servi à bord, donc voilà, là c'est un moment où tout se passe bien, où on passe encore quelques moments avec nos serveurs et avec le personnel, les membres d'équipage du train. Vous allez voir, ils sont tous tellement attachants que c'est souvent dur après de leur dire au revoir. Et puis en début d'après-midi, aux alentours de 14h30, 15h, nous arriverons à Delhi. Et là, eh bien, nous débarquerons. Notre guide nous attendra, il chargera les valises et nous partirons un petit peu pour la visite de New Delhi. Ce que je ne vous ai pas précisé non plus, hein, c'est que vous êtes accompagné par votre conférencier tout du long hein, depuis Paris. Mais lorsque vous arrivez à Mumbai, votre guide francophone vous suit aussi durant tout le trajet. C'est-à-dire que lui, il va suivre avec le car. Et c'est-à-dire que c'est ce qui, pour moi, est très important dans un voyage aussi, c'est de garder le même guide. Alors, nous choisissons bien évidemment nos guides avec beaucoup d'attention. C'est un voyage que nous faisons régulièrement. Et le fait de garder le guide, ça permet quand même d'avoir des explications qui sont vraiment très bien faites, qui vont vous amener petit à petit vers tout, vers le merveilleux. Et surtout, ça évite les répétitions. Parce que changer de guide à chaque escale, souvent, on a tendance à écouter la même chose ou à répéter certaines choses, alors que là, vraiment, le guide, il va construire, en partenariat avec le conférencier, vraiment l'histoire et ce qu'il va vous amener au fur et à mesure des différentes escales. Et c'est lui aussi qu'on retrouve à New Delhi et qui nous accompagne vraiment jusqu'au bout de notre voyage. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment un point important et qui a le mérite, enfin, qui mérite d'être souligné. Donc nous voici arrivés à Delhi, après le déjeuner, après aussi toute cette gastronomie. Vous aurez découvert hein, tous les plats de l'Inde. Et lorsque l'on arrive à Delhi, en général, l'avion est tard le soir, mais Voyage d'Exception réserve pour vous une chambre d'hôtel, des chambres d'usage à la journée, puisque après avoir fait le tour de New Delhi, parce qu'on va quand même visiter un petit peu la ville, hein, notamment le temple sikh, voir la porte de la ville, on sera transféré à l'hôtel et là, on aura la possibilité d'avoir des chambres, hein, une chambre par cabine. Si vous aviez réservé une cabine seule, vous avez votre chambre seule et ça permet de pouvoir reprendre une douche parce que les températures sont quand même assez chaudes, de pouvoir vous changer avant de prendre le vol. On vous servira aussi un dîner à l'hôtel et aux alentours de 22h, je crois, eh bien, où nous quittons l'hôtel pour nous rendre vers l'aéroport. Et ça, c'est vraiment un plus durant le voyage de pouvoir se redoucher, se rechanger vraiment juste avant de partir vers l'aéroport.
Donc, voilà pour ce séjour. J'espère que j'ai pas été trop longue, hein. Il ne vous reste plus qu'à tenter l'aventure, voilà, hein, pour, voir, ce Rajasthan, découvrir, l'Inde des Maharajas. Merci beaucoup Vanessa pour ces belles, toute cette belle présentation. Je pense que tu nous as toutes et tous fait voyager. Alors, je crois qu'il y a quelques petites questions dans le chat, donc je vais pouvoir te les poser, comme ça tu peux y répondre. Alors, la première, c'est donc on nous dit que durant la nuit, est-ce que le train circule tout le temps ou est-ce que des fois il fait des pauses? Alors, ça dépend. Parfois, le train peut s'arrêter, mais en général, on circule jamais très, très vite parce qu'en Inde, il y a pas le TGV, je devrais dire. Donc le train va à un rythme, tranquille et parfois il peut s'arrêter. Parfois, on peut arriver tôt, sur une escale, mais on ne débarque pas tout de suite. Très bien, merci. Ensuite, on a Nadine Bob qui nous demande des groupes de combien de personnes environ? En général, oui, c'est entre 15 et 20 personnes maximum. Voilà, on veut pas avoir de trop grands groupes. C'est toujours agréable, d'être en petit nombre, on va dire, pour découvrir les sites. Ensuite, on a une question de Jean-Charles Darigat qui nous demande la durée de luminosité journalière. Ah! Très bonne question. Alors en général, le jour va se lever aux alentours, au mois de novembre, de 6h30, à peu près 6h30, 7h, selon parce qu'on se déplace quand même, on fait pas mal de kilomètres, donc il y a quelques petites variations et le soir, si je me souviens bien, il me semble que c'est vers 19h, mais j'avoue que c'est un peu la question piège, là, j'ai pas de souvenir, mais je me souviens qu'on voyait les couchers de soleil, par exemple, lorsqu'on est dans le désert, on voit le coucher du soleil juste avant qu'on commence à dîner. Donc, j'imagine vers 19h, 19h30. Super. Et puis oui, si de toute façon vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez avoir des réponses plus approfondies, n'hésitez pas aussi à contacter notre service réservation qui pourra également vous répondre. Et enfin, donc deux dernières questions de Jean-Pierre Barbier. Donc la première, il nous demande un petit point au niveau de la santé et des vaccinations, peut-être qu'il faut prévoir. Alors, il faut, je crois, la fièvre jaune et encore même pas, hein, je crois que pour l'Inde, on n'a pas de vaccin particulier. On vous demande juste un visa, mais ça, on vous aide à faire les formalités de visa avant le départ, hein. Toute l'équipe de réservation est là pour vous assister. Mais non, rien de particulier, pas de vaccin. On est au Rajasthan, donc c'est quand même une partie de l'Inde, c'est désertique, très peu de problèmes. Et puis, on dîne toujours, enfin, tous nos repas sont pris dans des endroits qui sont très luxueux. Donc voilà, on ne vous emmène pas non plus manger dans la rue. Donc non, aucun problème pour la santé de la vaccination. Et quant aux moyens de paiement, alors certains magasins acceptent les cartes bancaires, hein, parce qu'on va bien sûr faire quelques arrêts dans des magasins, bien évidemment. Sinon, on recommande toujours de prendre un petit peu de monnaie locale. C'est pas mal, notamment quand on fait des arrêts dans les bazars. Voilà, si vous voulez acheter quelques épices ou un petit quelque chose. Mais à bord du train, on peut vous faire du change. Lorsqu'on est à Mumbai, au début, on vous propose d'ailleurs de changer l'équivalent de 100 €, vraiment d'avoir un petit peu de monnaie sur vous. Et voilà, c'est bien de partir avec un petit peu d'argent en euros que vous changerez. Et sinon, pour les gros achats, en général, les Indiens prennent la carte bancaire. Nous vous souhaitons du coup une belle fin de journée. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir, à bientôt.